Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Avons-nous une opportunité d'investissement sur Eiffage? C'est la question à laquelle on va essayer de répondre en se basant sur les états financiers de la compagnie. Je rappelle que ceci représente uniquement mon point de vue et non un conseil d'investissement. Et comme d'habitude, je me réserve le droit de me tromper. C'est une demande spéciale d'un abonné Top Premium. Donc, je rappelle qu'on parlera du service Top Premium à la suite de la vidéo. Ici, c'est une entreprise que j'ai déjà mentionnée quantitativement plusieurs fois. OK? On va remarquer ici, vous tapez juste Eiffage, Top Invest, vous allez retrouver la compagnie en question. OK? Donc, la dernière vidéo date du 8 du mois de décembre. Donc, il y a certaines choses que je vais dire ici que j'ai déjà mentionnées précédemment, notamment sur cette vidéo-ci. OK? Donc, on va aller assez rapidement. On va faire un tour d'horizon. Première chose, croissance, stabilité du revenu. Croissance du revenu. Maintenant, acquisition organique à vérifier. Deuxièmement, croissance de la marge brute ici ou stabilité de la marge brute. On a plutôt une marge brute qui est plutôt... On a une marge brute qui est plutôt stable et on aime ça. C'est une bonne chose. C'est le premier niveau de pricing power, c'est la stabilité de la marge brute. Or, avoir des marges brutes de 82%, ça ne veut pas forcément dire avoir des marges nettes ici de 50% ou quoi que ce soit. Donc, toujours aller vérifier. Ici, est-ce qu'on a des marges EBITDA qui sont à peu près stables? On a du 15% de marge EBITDA. C'est-à-dire ici que les dépenses ici en termes de personnel sont extrêmement élevées. D'accord? Elles sont extrêmement élevées parce que 15%, c'est juste... bof, on va le dire comme ça. OK? Mais n'empêche qu'ici, nous, on recherche avant tout la stabilité. C'est dû à l'activité de cette compagnie. Concession, ingénierie, donc c'est un business qui n'est pas facile. La concession, les marges sont élevées. En ingénierie, ça dépend. Est-ce que c'est l'ingénierie conseil ou bien c'est uniquement vous contractez également ici, vous contractez également ici vous vous chargez également ici de la construction. Donc, si vous faites également ici de la prestation de service, non, enfin, je ne dirais pas prestation de service, mais si vous construisez également ici et qu'on vous rémunère après la construction, techniquement, les marges sont moins élevées. Bref, ici, le but est de regarder si on a à peu près une stabilité des marges. On constate ici qu'on a une stabilité des marges par rapport à la marge EBITDA. Ensuite, net income, free cash flow, est-ce que les deux parlent le même langage? C'est bien d'avoir des free cash flow, d'accord, mais est-ce que les net income vont dans le même sens? On va vérifier. Enfin, c'est bien d'avoir des net income, mais est-ce que les free cash flow vont dans le même sens? Ici, quand on dézoome un tout petit peu, on remarque ici que les free cash flow sont plus élevés que les net income. Et comme je l'ai mentionné sur une vidéo précédente, les net income, il faut enlever les loyers. C'est important. Et parfois, Eiffage prend en considération les revenus de certaines entités qu'elle ne détient pas à 100%. Et ça fausse clairement le free cash flow. Et donc, il faut faire attention. Donc, par rapport, quand vous regardez le flux des revenus, le flux de trésorerie ici, d'accord? Donc, vous allez voir que ici, on a le flux de trésorerie opérationnel, 3 milliards 324. La dépense en capital sera aux alentours ici de combien? Donc, on a une dépense en capital ici. On va mettre ça où? Acquisition et immobilisation corporelle. Donc, de près de 500 millions. Donc, il nous reste à peu près 2 milliards 800. 2 milliards 800 moins la dette nette, moins le cash net ici. Excusez-moi, moins le loyer, les loyers de 300 millions, il nous reste 2 millions 500 et 2 milliards 500. Et quand on enlève également la dépense en intangible, parce que ça peut représenter ici une dépense en capital également, il nous reste à peu près aux alentours ici de 2 milliards 200. OK? Et rappelez-vous qu'en termes de résultat net, on a 1 milliard 500. Et on a une dotation aux amortissements de 1 milliard 400 et la compagnie ne consomme pas parce que amortissement est synonyme de dépenses en capital du point de vue théorique. Mais ce n'est réellement pas le cas tout le temps. OK? Il faut également vérifier le besoin en fonds de roulement. Et vous allez également voir ici que ici, ça prend en considération les loyers sont payés à ces niveaux. On a ici revente, acquisition, loyer, remboursement à la dette locative. Or, les compagnies américaines, les loyers sont remboursés, sont payés au niveau du compte de résultat. Or, ici, si les loyers sont payés au niveau du compte du flux, au niveau ici des flux du tableau de flux de trésorerie, ça veut dire que les bénéfices nets sont artificiellement gonflés. Et il faut faire attention c'est une compagnie pareille. Même au niveau de l'endettement ici, on peut prendre en considération la dette locative, alors que c'est une dette qui ne se paye pas exactement comme la dette liée quand je dis la dette liée, c'est comme une dette classique, ok? Donc faites attention, on rembourse la dette classique
au niveau du compte du tableau de flux de trésorerie et on rembourse la dette locative, si je peux le dire comme ça, au niveau du compte de résultat. Donc, la façon de présenter ici, bon, c'est dû à la loi, à la norme comptable IFRS, mais franchement, ça demande une amélioration. C'est pour ça que quand on regarde du FH, il faut faire attention au niveau de PER et je ne sais pas quoi. Moi, je vous ai dit sur la dernière vidéo que je ne paye pas plus de 10 fois les bénéfices pour cette compagnie. Et quand on revient ici, en parlant des... parce que quand on regarde la dette nette, free cash flow, les free cash flow seront légèrement plus élevés. On est d'accord avec ça. Maintenant, dans le 2,8 milliards ici, n'oubliez pas qu'il faut enlever une partie des loyers, une partie des intangibles. Donc, il y a au moins 600 millions quelque part qui se baladent en supplément ici. Donc, au mieux, on sera à peu près aux alentours de 2,2 milliards. D'accord? Donc, faites attention. Et ce 2,2 milliards, si vous le prenez à 10 fois les bénéfices, si vous prenez le 600 millions que j'ai enlevé en différence ici à 10 fois les bénéfices, ça fait 6 milliards en supplément. C'est déjà presque plus de la moitié de la capitalisation boursière. C'est pour ça qu'il faut faire attention. Il faut reconstruire les états financiers. Très important. Et là, on n'est que sur la partie quantitative. Hein. On n'est même pas encore sur la partie qualitative. Parce que comme je le mentionne souvent, analyser une entreprise, c'est le qualitatif, c'est le quantitatif et le qualitatif. Les deux forment ce qu'on appelle une analyse fondamentale. D'accord? Parfois, quand on commence à analyser les entreprises, on se limite uniquement à l'analyse quantitative et on pense qu'on a fait une analyse fondamentale. Non. C'est un peu plus... Ça demande un peu plus de travail que ça. Si vous n'aimez pas la lecture, achetez un ETF. Et pour ceux qui veulent avancer dans leur processus de stock picking, vous avez l'accélérateur en description de la vidéo. Et je mentionne ici que les tarifs liés à l'accélérateur augmentent chaque mois. Parce qu'on monte en compétence chaque mois. OK? So, sécurisez vos places. Donc, quand on regarde ici le nombre d'actions, est-ce que le nombre d'actions augmente ou diminue? Je veux dire une chose. Je ne pense pas que FH soit surévalué. C'est la raison pour laquelle elle devrait plutôt se concentrer sur le rachat massif d'actions. Ici, on rachète les actions timidement et c'est très classique, c'est très classique pour les compagnies européennes. Et c'est vraiment dommage parce qu'elle devrait profiter de la valorisation actuelle pour racheter massivement les actions. On doit également comparer la dette nette. Et j'aime toujours prendre la dette nette du point de vue volume. OK? Dette nette du point de vue volume, qu'est-ce qu'on a? On a quelque chose en tout de 11 milliards. Et dans ce 11 milliards, est-ce qu'on a des free cash flow qui peuvent repayer la dette en moins de 10 ans? Oui, on a des free cash flow qui seront aux alentours de 2 milliards par là. Donc, on peut repayer la dette nette ici en moins de 10 ans. Donc, ici, quand on regarde le nombre de préférences par rapport à l'allocation du capital, je préfère le rachat d'actions plutôt que le versement d'un dividende aussi conséquent. Je ne suis pas encore dit que le dividende est en danger. Faites attention. Combien de fois les bénéfices le marché paye pour ce genre d'entreprise? Faites attention, on va prendre les price to earning par rapport aux bénéfices net. Or, ici, on s'est basé sur les free cash flow. Mais comme je l'ai mentionné ici sur les précédentes vidéos, je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices ici. 13 en étant optimiste sur cette compagnie. D'accord? Donc, ici, par exemple, on sera aux alentours de 12,3. Donc, je serai à peu près à 10 fois les bénéfices sans prendre en considération la dette. Et si c'est le cas, est-ce que je dois prendre les bénéfices nets ou bien les free cash flow? De préférence, je me suis basé sur les free cash flow. D'accord? On a FH, excusez-moi, sur les bénéfices nets. OK? Donc, j'ai été assez conservateur parce que les free cash flow sont bien plus élevés que ça. Mais ces free cash flow-là doivent être reconstruits. OK? Et donc, si je me base sur les bénéfices nets, je ne paye pas plus de 10 fois les bénéfices ici. Parce que la nature même de l'activité de cette compagnie, il faut faire attention. On a des concessions. Par rapport à ces concessions-là, quel est le pourcentage de revenus? Pas le pourcentage de revenus, mais quelle est la durée des concessions? Très important à aller regarder. Donc, pour du FH en date d'aujourd'hui, au mieux, j'aimerais l'acheter à un actif, à un prix qui se rapproche ici des actifs tangibles nets par action. Donc, quand on regarde ici le tangible book value per share, j'aimerais l'acheter à ce niveau. Or, il est négatif et il peut être négatif parce qu'il y a techniquement ici, la dette est plus élevée, des choses comme ça. Et ça ne dérange pas plus que ça. OK? Et donc, si on n'a pas le tangible book value positif, on va regarder ici
les bénéfices nets, je ne paye pas plus de 10 fois les bénéfices. Donc, en prenant en considération une éventuelle croissance et également en mentionnant que c'est un business qui est assez prévisible, on pourrait s'arrêter aux alentours ici de 127 €. Alors, il faut que je précise quelque chose. Ces bénéfices ont besoin d'être reconstruits parce que, comme je l'ai mentionné, Eiffage comptabilise à 100% certains résultats, les résultats de certaines entreprises où elle ne détient que, disons, 50 ou 51%. Et donc, il faut faire attention par rapport au free cash flow. Et donc, si je me base sur les bénéfices nets déjà, c'est une bonne chose. Mais je sais également que si ces bénéfices nets-là, je dois les ajuster. Donc, n'oubliez pas, tous ceux qui sont intéressés par Eiffage, le PER est faux, littéralement. Il est peut-être bien plus élevé que ce qui est mentionné en date d'aujourd'hui. C'est pour ça que je préfère rester prudent au niveau des bénéfices nets. Et vous allez me demander, oui, mais pourquoi tu ne montres pas ça au niveau des rapports financiers? Non, ça c'est votre rôle. Eiffage ne m'intéresse pas du tout. Je vous donne les éléments nécessaires pour aller faire vos propres recherches. Et si vous voulez apprendre à le faire de vous-même, vous avez le programme de l'accélérateur en description de la vidéo. Est-ce que Eiffage, c'est une entreprise qui peut faire partie de notre watchlist? Ça dépend de nos connaissances sur la compagnie. Parce que présentement, j'aime bien les résultats quantitatifs. Donc, c'est-à-dire que je pourrais aller fouiller un tout petit peu plus au-delà des chiffres. Parce que réellement, on investit uniquement en se basant sur ce qu'il y a au-delà des chiffres. OK? Quand je dis au-delà des chiffres, ne vous basez pas sur les entreprises qui ne rapportent pas d'argent ou des choses comme ça. Donc, en description de la vidéo, vous avez le programme de l'accélérateur, notre accompagnement. D'accord? Je vous laisse aller voir la vidéo dessus. Et vous avez également le Top Premium qui a 4 services et vous pouvez aller voir qu'est-ce que ces services-là incluent. Donc, ici, en date d'aujourd'hui, je mentionne toujours que Eiffage est quantitativement sous-évalué, mais on a beaucoup de questions à poser au-delà des chiffres avant de prendre une décision d'investissement. Le dividende en lui-même ici paraît safe. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître, mais ça dépend également de nos approfondissements au niveau des rapports financiers. Et je vous ai dit ici que c'est surtout au niveau du calcul lié aux participations de Eiffage dans certaines entités. J'aimerais vérifier, est-ce que c'est 100%? Est-ce que c'est par rapport à son pourcentage ici? Est-ce que c'est par rapport à son pourcentage ici au niveau de la participation? Bref, cette vidéo a été faite pour durer 5 minutes. Ça fait 12 minutes qu'on est dessus. OK? Et donc, je vais m'arrêter là. Vous faites ce que vous voulez. Likez, abonnez-vous, bref. Voilà.